Oui, du coup, on va peut-être donner la parole à Fabien Blanchot pour Merci. sa conférence, pour effectivement aussi introduire le thème, du coup, mieux accompagner les fonctions de pilotage des collectifs scientifiques, techniques et d'appui. Du coup, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci Philippe de m'avoir sollicité. Merci Grégory, Christine de m'accueillir. Merci à tous d'accepter de m'écouter. Je vais me présenter très très brièvement et puis ensuite j'entre dans le vif du sujet. Donc je vais parler aujourd'hui. D'ailleurs, je vais tout de suite partager avec vous et on va voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas de problème. Vous voyez ce Ça qui fonctionne. s'affiche là? C'est Ça bon. fonctionne. Bon, Ouais, c'est bon. je vais vous parler de management, de pilotage, d'organisation, le sens qu'on peut donner à ces éléments. Alors, j'interviens un triple titre, je dirais. Bon, déjà, j'ai un rapport au management qui est lié au fait que je suis chercheur en management, hein, donc enseignant-chercheur en management, management, stratégie, organisation. Voilà, j'ai un spectre assez large. Je m'intéresse tout particulièrement au phénomène de coopération, au phénomène de confiance et de coopération, aux alliances entre entreprises aussi ou entre organisations publiques, privées. C'est mon thème de prédilection initial qui m'a conduit à m'intéresser plus généralement au phénomène de coopération et donc de management interorganisationnel. Bon. C'est mon premier rapport au management. Mon deuxième rapport au management, il est dans la pratique parce que j'exerce des activités au sein de l'université qui sont d'ordre managérial à différents niveaux. Bon, je pilote depuis très très longtemps des formations et c'est management de TPE, hein, une formation longue, lourde. C'est une très petite entreprise. Management d'équipes de recherche. Je pilote à Dauphine l'équipe de recherche en management et organisation, qui fait partie du laboratoire de recherche DRM, Dauphine Recherche en Management, qui est le plus gros laboratoire en France en management. Et puis, j'ai exercé des fonctions managériales transversales. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que c'est le transversal, c'est sans autorité hiérarchique, hein, cela va de soi, notamment le pilotage de gros projets comme le projet QIS, European Quality Improvement System, qui est un projet de labellisation de Dauphine pour l'obtention donc de ce label EQUIS, qui est un label qui est délivré à 150 business schools dans le monde. On n'est pas business school, mais voilà, on est sciences des organisations et de la décision. Et on avait envie de s'engager dans un outil d'amélioration continue de la qualité. C'était un gros projet qui supposait de mobiliser le corps des chercheurs, enseignants-chercheurs, mais aussi des administratifs et des étudiants. Et il fallait rassembler tout ça. C'était une condition de réussite. Et donc, ça a été un vrai challenge. Et un laboratoire d'observation, pour moi aussi, c'est une forme, pourrait-on dire, de recherche-action. Puis enfin, j'ai été vice-président de l'université, donc ça m'a donné aussi une vision plus large du pilotage institutionnel. Et ça aussi, ça a été assez passionnant. Et vous voyez, ça c'est intéressant dans mon métier, c'est que pour beaucoup de chercheurs, il y a peu de synergie quand ils ont des fonctions de pilotage. En tout cas, ils perçoivent peu de synergie ou peut-être peu de synergie, même s'il y en a, entre leur métier de chercheur et puis leur fonction managériale. Pour ce qui me concerne, j'étais dans l'expérimentation de ce que je peux enseigner, donc c'était hyper intéressant. Voilà, donc je m'arrête là et j'attaque tout de suite la question du pilotage, hein. Alors, bon, la question voilà, autour de laquelle j'ai articulé mon intervention, c'est celle d'un des thèmes, hein, qui est ressorti comme étant important pour penser le plan de formation future, mieux accompagner les fonctions de pilotage des collectifs scientifiques, techniques et d'appui, et on a organisation, management et pilotage stratégique. Alors, la question, moi, derrière ces mots, je me suis dit, si on veut penser la formation en matière d'organisation, de management et pilotage, l'enjeu, c'est au fond déjà de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Qu'est-ce que ça recouvre? C'est quoi le management? C'est quoi le pilotage? C'est quoi l'organisation? Et est-ce qu'on a raison de les distinguer d'ailleurs, parce que vous les distinguez dans le titre, mais est-ce que c'est fondé? Voilà, hein, donc l'idée très simple qui structure mes propos, c'est au fond finalement pour pouvoir mieux accompagner
les fonctions de pilotage, il faut se construire une représentation de ce qu'est le management, de ce qu'est l'organisation, de ce qu'est le pilotage. Et c'est au fond le projet de cette matinée. Alors, on peut avoir une représentation simple des choses, qui pourrait être, si ça fonctionne, si ça fonctionne, qui pourrait être celle-ci. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez avoir des précisions. Enfin voilà, donc je laisse Grégory m'interrompre. Ou si la technique fonctionne mal et que vous ne m'entendez plus, faites-moi signe d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc on pourrait avoir une conception du type de ce que suggère ce petit dessin, je pense, donc tu suis, mais c'est pas sûr que ce soit la meilleure des manières de penser le management, en tout cas à l'INRAE. Et quand il s'agit notamment de penser l'animation de collectifs de chercheurs en particulier. Donc, je vais vous donner deux approches complémentaires et puis ensuite, on ira un tout petit peu plus loin, deux approches complémentaires pour définir le management, le pilotage et l'organisation. Et puis ensuite, on évoluera vers une autre question. Est-ce qu'on peut dresser le portrait robot d'un manager idéal? Est-ce que vous êtes des managers idéaux parmi ceux qui sont ici à l'écoute? C'est quoi ce portrait robot? Voilà, donc on a quand même un objectif ambitieux. Alors, première approche en termes de définition du management, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un peu plus de 100 ans qu'on a cherché à codifier le management. Et figurez-vous que un des premiers à avoir formalisé ce qu'il considérait comme relevant du management, c'est un Français. C'est un Français. Aujourd'hui, les recherches en management sont très anglo-saxonnes, on le sait, mais là, pour le coup, c'était un Français, donc on peut faire un peu cocorico. Et ce Français, c'est Henri Fayol, un ingénieur qui a écrit sur sa pratique dans un ouvrage qui s'appelle Administration générale et industrielle. Il parle d'administrer, mais en fait, il s'intéresse à la fonction du dirigeant. Du dirigeant, alors au sens large, et pour nous, c'est le manager ici. Alors, que disait Fayol en son temps sur ce qu'était le management ou l'administration, mais encore une fois entendu aujourd'hui comme le management? Pour lui, c'est un ensemble d'activités et ces activités, il les résume à 5 points. C'est prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. Ce que je résume par POC. Prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. Alors, je vais avancer tout de suite parce que je dis, mais au fond, au XXIe siècle, là, en 2021, qu'est-ce qu'on entend par management? Est-ce qu'on entend toujours la même chose? La réponse est oui, mais on a un tout petit peu évolué. On est passé du POC au POAC. Alors, qu'est-ce qu'on entend par POAC? POAC, c'est penser le futur, le P. Alors, le P, ça pourrait être planifier, mais planifier, c'est pareil, c'est un peu contesté aujourd'hui comme vocable. On pourrait dire faire de la prospective, mais vous voyez, prévoir, faire de la prospective, planifier, c'est toujours penser le futur, mais de manière différente. Donc, il y a plein de manières de penser le futur et ça relève du champ qu'on appelle la stratégie. Et vous voyez tout à l'heure, quand Philippe parlait de notre plan 2023-2026, évidemment, là, on est dans une activité de pensée du futur. C'est notre plan futur et ça fait partie de l'activité du management. Comment on se projette dans le futur en essayant effectivement de rendre adéquates nos ambitions, nos actions avec les enjeux qu'on perçoit. La deuxième activité au XXIe siècle, alors pourquoi je dis XXIe siècle, où est-ce que d'où je tire ça? En fait, il suffit pour se rendre compte de ce qu'est le management de lire quelques ouvrages fondamentaux de référence en management anglo-saxon ou français. Et en fait, ces ouvrages sont structurés en 4 parties. Et ces 4 parties, c'est celles que je suis en train de vous mentionner ici. Donc, penser le futur, organiser. Mais organiser, alors vous voyez, quand vous avez mis dans votre plan, dans votre titre management, pilotage, organisation, déjà, on va retrouver l'organisation comme composante du management. Donc, il y a une forme de redondance.
Mais ce n'est pas gênant, la redondance. Après tout, c'est mettre l'accent sur des aspects importants du management qu'on souhaite développer. Mais organiser, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, qu'est-ce que ça veut… En fait, je pense que, pour être très simple, on peut dire que organiser, ça renvoie à deux choses et qui sont assez universelles dans le monde des organisations, qu'elles soient publiques, privées, peu importe. Ça renvoie à une question de division du travail. Toutes les organisations comportent une division du travail. Il n'y a guère que l'artisan, et encore, il divise son propre travail, mais c'est lui qui divise, qui répartit ses tâches en fonction du temps tel qu'il l'a imaginé. Mais sinon, dans toutes les organisations, il y a la division du travail entre les acteurs. Et donc, il y a des gens qui sont chargés de faire le plan de formation, des gens qui sont chargés de faire de la recherche, etc., etc. Donc, il y a bien une division du travail. Et cette division du travail, elle peut être d'ailleurs verticale ou horizontale. Verticale, on sépare la conception de l'exécution. Il y a des gens qui pensent sur la manière de faire le travail et puis il y a des gens qui l'exécutent. Ça, on parlera de division verticale du travail. Et puis, la division horizontale du travail, c'est on parcellise le travail. Et vous savez, à l'extrême, quand il y a une division très poussée verticale et horizontale, on retrouve le taylorisme. Donc, c'est les temps modernes de Chaplin où on voit un individu qui ne fait qu'une tâche, toujours la même, à longueur de temps, et c'est une tâche qui est prescrite par un tiers qui a conçu le travail pour lui. Alors, c'est important de rappeler ça parce que le rôle du manager, ça va être aussi de penser la division du travail de ses propres collaborateurs. Donc, ça va devenir un élément important. Et cet élément, pourquoi il est important? Parce que la manière dont on divise le travail n'est pas sans impact sur l'engagement des collaborateurs, le plaisir qu'ils vont trouver à faire ce qu'ils font. C'est-à-dire que le contenu du travail, c'est certainement un des éléments les plus fondamentaux de la motivation. Quand vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, vous ne comptez pas vos heures et dans vos loisirs. Si vous prenez du plaisir à faire du piano, vous ne comptez pas vos heures, mais parce que voilà, l'activité en elle-même vous convient. Il y a un fit entre vos appétences, vos compétences et le contenu du travail qu'on vous a communiqué. Donc, la division du travail, c'est quelque chose de très, très important en matière de management. Et puis, la deuxième facette de l'organisation, quand on a divisé le travail, il y a un gros enjeu, c'est l'enjeu de coordination. Comment on coordonne le travail de chacun des acteurs de l'organisation? Donc ça va être aussi un élément tout à fait important. Et il y a aujourd'hui 6 mécanismes de coordination qui ont été identifiés. Je vous les cite très, très rapidement. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais bon. Le premier auquel on peut penser, c'est justement ce que Fayol appelait le commandement. Donc, c'est je donne des instructions à Pierre, Paul, Jacqueline, et voilà. Et puis je vérifie que chacun fait bien son job. Et si chacun fait bien, donc je donne des instructions, je vérifie que ces instructions sont bien exécutées et tout devrait fonctionner. On devrait atteindre notre objectif global si tout se passe bien comme je l'ai imaginé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la supervision directe, c'est le commandement. Le deuxième mécanisme de coordination, c'est ce qu'on appelle parfois l'ajustement mutuel, la communication informelle. Bon, où t'en es là dans ton projet? Parce que moi, tu vois, j'aimerais bien que tu aies fini cet aspect-là parce que ça me permettrait de commencer sur tel autre. Voilà, donc, on échange entre nous et cet échange informel, il nous permet de nous coordonner. Troisième mécanisme de coordination, c'est les procédures. Vous arrivez devant la photocopieuse dans votre service, dans votre département, dans votre centre, et puis il n'y a plus de papier. Et donc, il y a quand même une affiche au-dessus de la photocopieuse, et cette affiche, il est indiqué, premièrement, s'il n'y a plus de papier dans la photocopieuse, allez voir dans l'armoire à droite. Deuxièmement, s'il n'y a plus de papier dans l'armoire à droite, vous contactez le service, je ne sais pas, des stocks à tel numéro. Troisièmement, le service des stocks, lui, voilà ce qu'il doit faire quand il reçoit un appel, etc., etc. Il y a une procédure. Donc, le travail de chacun est coordonné par la procédure. Et donc, on est dans des organisations où il y a plein de procédures qui sont des mécanismes de coordination tout à fait utiles quand on est dans un environnement stable. Et puis, quatrième mécanisme de coordination, la coordination par les résultats. Donc, on dit à chacun, écoute,
tu travailles comme tu veux, selon les modalités que tu veux, mais voilà le résultat à atteindre. Vous imaginez, vous faites construire une maison et vous demandez à chacun des corps de métier d'atteindre un objectif à une date donnée, ou vous demandez aux membres de votre équipe d'atteindre un objectif donné à une date donnée ou à une période donnée, et de la sorte, il y a une forme de coordination. Cinquième mécanisme de coordination, très connu en matière de recherche et en matière d'enseignement, et aussi dans les hôpitaux, etc., c'est la compétence. On parle de coordination par les compétences. Au fond, on voit que dans certains milieux, les milieux académiques, les milieux médicaux, par exemple, prenez le cas d'une salle d'opération dans le milieu médical, au fond, lors d'une opération, le chirurgien peut très peu communiquer avec l'anesthésiste, avec l'infirmière du bloc opératoire. Pourquoi ? Parce que chacun sait ce qu'il a à faire, compte tenu des plus de 10 ans d'études, en tout cas pour les médecins et l'anesthésiste, qu'il a réalisé et qui ont fait de lui un expert dans son domaine. Alors, ça n'empêche pas un peu d'ajustement mutuel, ça n'empêche donc de la communication informelle, ça n'empêche pas des réunions préparatoires, mais on voit que l'essentiel de la coordination se fait grâce à l'expertise accumulée par les acteurs qui savent comment se coordonner, qui connaissent les limites, leur contribution à tout moment, sans avoir besoin de beaucoup communiquer. Et puis enfin, le sixième, il a été découvert beaucoup plus tard, ce mécanisme de coordination. Il a un statut un peu particulier, c'est la fameuse culture d'organisation, culture d'équipe, culture de métier, mais j'entends précisément parce que culture peut renvoyer à une conception anthropologique ou une conception plus managériale. Je fais référence à la conception un peu plus managériale, à ce qu'on pourrait qualifier de culture prescrite, par distinction avec la culture réelle. C'est au fond les principes, valeurs, convictions qu'on souhaite que les membres du collectif partagent, parce que s'ils partagent ces valeurs, principes, convictions, alors on devrait être plus efficace. Par exemple, des principes de convivialité, de respect mutuel, d'entraide, évidemment, ça va favoriser, s'ils sont vraiment respectés, la coopération, faciliter la coopération. Et en soi, on peut considérer que c'est une forme de mécanisme de coordination souple. On parle de soft law aujourd'hui, on pourrait parler de soft coordination, quelque part. Voilà, donc voilà ce que j'entends par organisation, diviser le travail, coordonner. Et là encore, tout manager doit réfléchir aux mécanismes de coordination qu'il souhaite privilégier pour piloter son équipe. Et vous voyez, j'ai déjà utilisé le terme de piloter son équipe de la manière la plus efficace possible dans la perspective d'atteindre les objectifs qu'il a assignés à son équipe. Voilà, donc deuxième pôle. Troisième pôle, c'est l'animation, l'activation. Et vous voyez, alors ça, c'est quelque chose qui était absent dans la représentation de Fayol, enfin, en tout cas qui était peu saillant. Vous pouvez le retrouver dans le commandement, mais ce n'était pas mis en avant. L'animation, l'activation, c'est aussi ce que les anglo-saxons appellent le leadership. Le leadership, donc le A pourrait être remplacé par le L, et c'est au fond comment on active les gens, comment on les mobilise, comment on les guide, comment on les encourage, comment on les aide, de façon à ce que le travail soit fait dans les meilleures conditions possibles, et ça va devenir un pan fondamental du management, et je vais y revenir ensuite. Et puis enfin, le dernier pan du management, et là on retrouve le troisième terme de manière encore plus saillante que vous avez utilisé dans vos propos, management, pilotage, organisation, c'est le contrôle, mais le contrôle au fond au sens de pilotage. Parce que derrière le mot contrôle, on peut trouver deux acceptions au moins. La première, c'est la surveillance, le flicage, la vérification, et qui est souvent couplée à l'idée de défiance. Je n'ai pas confiance, donc je surveille, je contrôle. Vous voyez, là, on travaille à distance, j'appelle pour voir s'il bosse le matin, etc. Donc là, on est dans une conception classique du contrôle, mais qui n'est pas forcément celle qu'on promeut aujourd'hui en management, mais qui peut être indispensable. Parfois, il faut surveiller. Mais on peut avoir une autre conception du contrôle, qui est contrôle au sens anglo-saxon, control du terme, c'est la maîtrise de nos activités, la tentative de maîtrise. Vous voyez, quand je monte dans un avion, pilote, si je monte dans un avion,
c'est parce que je fais confiance au pilote. Mais pourquoi je fais confiance? Parce que je sais qu'il y a une formation qu'il exige, qui est très exigeante et où il va enfin voilà, on le forme à maîtriser beaucoup de situations. On est dans la maîtrise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la maîtrise et comment on pense la maîtrise? Ben, vous voyez, le pilote, il a devant lui un tableau de bord avec des indicateurs. Et au fond, finalement, piloter, c'est se dire, mais est-ce que les indicateurs, là, ils sont ouverts ou ils sont dans le rouge ou dans l'orange? Et s'ils sont dans l'orange, comment je l'explique? Quel est l'écart? Alors, pour le pilote, en termes d'assiette, de direction, d'altitude, de vitesse, bon, et s'il y a un écart par rapport à ce que les choses devraient être, comment je l'explique et comment je rectifie le tir en agissant sur un certain nombre de leviers. Eh ben, c'est ça, piloter, hein, quelque part, c'est avoir son tableau de bord, le suivre, identifier des points éventuellement de gap, d'écart entre ce que je voudrais et ce qui est, essayer de les comprendre et puis penser l'action sur la base de cette compréhension. Et donc, on entre pleinement dans le contrôle au sens de pilotage. Voilà. Donc voilà ce que c'est le management. Donc un ensemble d'activités. Je peux passer très vite pour la suite, notamment réalisées par des managers, mais pas uniquement. Les collaborateurs font du management. Ils peuvent penser le futur, organiser, animer, contrôler à leur niveau. Les consultants aussi peuvent aider les managers à penser le futur, à organiser, à animer, à contrôler. Poursuivant des finalités générales et spécifiques. On ne fait pas du management, en principe, sans avoir à l'esprit une ambition, un objectif, une finalité. Alors, finalité générale, ça peut être unir les efforts de tous dans un but donné, susciter la coopération. Et puis, les finalités spécifiques, c'est les finalités propres à notre métier. C'est faire telle découverte dans tel domaine, par exemple. Et donc là, c'est spécifique au métier de chercheur. Ou c'est élaborer un plan de formation pour le responsable ou les responsables de la formation et déployer avec efficacité ce plan de formation. En agissant sur différents leviers, c'est soi d'abord. Management de soi, on parle de self-leadership pour survivre dans un environnement qui est souvent très exigeant, dans lequel nous sommes, et il faut savoir trouver cet équilibre entre les exigences, les attentes des autres, et puis notre propre santé mentale et physique. C'est évidemment le management de l'individu, c'est le management des collectifs. Donc on va agir sur soi, sur chacun de ses collaborateurs, sur le collectif dans son ensemble, et puis sur la structure de l'organisation. Donc, on revient sur les aspects organisationnels, la division du travail, la coordination, sur les outils qu'on va mobiliser, pour les dispositifs qu'on va mobiliser pour renforcer, par exemple, la motivation, la reconnaissance, etc. Voilà quelques-uns des outils sur lesquels on peut agir. Et puis, le management, tout ça se fait dans le cadre d'un contexte spécifique. Donc, un enjeu pour tout manager, c'est de comprendre ce contexte. Donc, il faut avoir une bonne intelligence des situations, contexte interne et externe. Et c'est pour ça que, au fond, finalement, tout acteur d'entreprise a un intérêt à connaître la culture de son organisation, sa stratégie, pourquoi pas le profil de ses dirigeants, parce que ça va nous aider à nous adapter ou à penser notre action pour qu'elle soit efficace, influente dans ce contexte singulier. Et puis enfin, et c'est le dernier point, le management, je vais vous dire, moi ce que j'en pense, c'est que tout le monde, y compris moi en qualité d'enseignant-chercheur, je peux être un excellent manager si c'est open bar. C'est-à-dire que si je n'ai pas de contraintes de temps, si je n'ai pas de contraintes d'argent, si je n'ai pas de contraintes de ressources, de compétences, alors dans ces cas-là, j'arriverai toujours à me débrouiller. Je ne sais pas faire. Je fais appel à un consultant, je fais appel à des tiers, je leur donne les ressources dont ils ont besoin et puis ils arriveront à relever le défi auquel je suis confronté. Alors, le problème, c'est que, et c'est justement de là que naît le management, c'est qu'on doit agir sous contraintes et ces contraintes sont toujours très fortes, des contraintes de temps, il faut toujours avoir fait les choses pour hier, des contraintes de ressources. On nous demande de faire des miracles, mais sans argent ou avec des ressources qui manquent souvent. Et donc, on râle souvent quand on
est manager, hein, parce qu'on se dit, mais c'est scandaleux. Enfin, voilà, et en fait, le rôle du manager, il est là. C'est comment, avec des bouts de ficelle, et c'est un peu ça aussi, eh ben, on arrive quand même à faire de l'action collective efficace. Et comment, quand on entre dans des zones d'inacceptables, parce que vraiment là, c'est trop des bouts de ficelle, on n'a pas assez de moyens pour atteindre nos objectifs, eh bien, on va négocier, on va discuter, renégocier soit nos objectifs, soit nos moyens, de façon à ce qu'il y ait une meilleure adéquation entre les deux. Donc ça va devenir et au fond, finalement, c'est le jeu managérial. C'est à la fois fatigant, mais si on le prend comme un jeu, comme une constante, quelque part, ces contraintes sont des constantes. Et donc, il faut les intégrer à un moment donné dans sa mission même de manager, me semble-t-il. Et donc, c'est un élément fondamental du management auquel, enfin voilà, on n'échappe pas, hein, personne n'échappe. Alors, la deuxième approche que j'ai envie de vous citer, là, c'est l'approche par les rôles managériaux. Il y a un chercheur qui s'appelle Henri Mintzberg, qui est vraiment un pape du management, qui est toujours en vie, hein, qui commence à vieillir, hein, mais qui a apporté des connaissances considérables à travers ses recherches sur le management. Il a suivi des managers au chronomètre pour voir ce qu'ils faisaient, hein, donc une approche plus par l'observation. Et voilà ce qu'il a identifié. Il a identifié, au fond, finalement, les managers avaient trois rôles. Des rôles relationnels, des rôles informationnels et des rôles décisionnels. Alors, les rôles relationnels, par exemple, rôle de symbole, c'est en qualité de manager, c'est moi qui dois faire le discours d'introduction de cette conférence. Je vais faire le discours dans le cadre du départ d'un collaborateur à la retraite, etc. Le rôle de leader, c'est celui qui guide, qui motive, qui encourage, qui soutient, qui aide, etc. Le rôle d'agent de liaison, c'est celui qui négocie qui discute avec ses pairs, notamment dans les comités de direction. Les rôles informationnels, les rôles de collecte d'informations, justement grâce à ces liens avec ses pairs en comité de direction, etc. Des rôles de diffusion de l'information auprès de ses collaborateurs, toutes les informations qui leur sont utiles pour réaliser correctement leur mission, leur raison d'être, hein, et puis les rôles de porte-parole auprès de tiers dans l'organisation ou auprès de tiers en dehors de l'organisation. Puis enfin, des rôles décisionnels. Tout manager d'une équipe, d'un dispositif est en droit, je dirais presque en devoir, de se poser la question de savoir mais comment je peux améliorer mon dispositif. Et déjà, il est entrepreneur. Vous voyez, il dit comment j'améliore les choses, comment je progresse, comment je marque de mon empreinte. C'est cette partie d'organisation dont j'ai la responsabilité. C'est ce que j'entends par rôle d'entrepreneur, d'innovation, vous voyez, d'innovation organisationnelle, hein, par exemple, hein, ou d'innovation en termes de projection de ce qu'on va faire, de régulation, voilà, on va y revenir de dysfonctionnement, de grève, etc., de répartition de ressources, y compris de son propre temps, comment je me rends disponible vis-à-vis des autres, et de négociation, de contrats, par exemple, avec des tiers, de budget, etc. Alors, 3 points d'attention. Dans les rôles relationnels, ça, c'est souvent, vous voyez, aujourd'hui, il y a eu des débats, est-ce qu'on a encore besoin de managers, est-ce que les gens ne peuvent pas s'auto-manager? Et il y a eu tout le mouvement, par exemple, des entreprises libérées qui deviennent source d'inspiration de beaucoup d'organisations publiques, privées. Et on finit par se demander si les managers sont utiles. Et en fait, les recherches très récentes, où on va rencontrer des équipes, suggèrent la chose suivante, c'est que quand le manager est très éloigné, on se rend compte que les équipes souffrent, qu'il y a une forme de souffrance, vous voyez, et que donc la défaillance de management génère de la souffrance des équipes. Alors pourquoi? Comment on explique ça? Eh bien, on explique ça par le fait que le travail réel du quotidien de chacun d'entre nous, c'est un travail qui est sans cesse perturbé. Voilà, il y a un collègue qui est absent, qui est tombé malade, il y a notre ordinateur qui vient de planter, il y a toujours des événements tous les jours qui se produisent et qui vont constituer des obstacles à la réalisation de nos missions, de ce qu'on pourrait être le travail qu'on pourrait qualifier de travail prescrit. Et donc, si vous voulez, si on veut que
les gens ne souffrent pas de trop, il faut il faut dialoguer avec eux, et c'est un des rôles fondamentaux du manager, pour trouver des solutions, penser des actions, parce que comme les solutions que chacun peut trouver peuvent entrer en tension, par exemple, mon ordinateur est tombé en panne, je ne fais pas mon job, ah ouais, mais ça va générer des effets négatifs sur les autres collègues, etc. Et donc, il faut bien quelqu'un pour coordonner, on revient sur les coordinations, coordonner les uns et les autres dans la recherche de solutions acceptables. Eh bien, et ça requiert une grande proximité entre le manager et ses équipes. Et donc, un des mots du management aujourd'hui, c'est l'éloignement du manager de ses équipes. Parce que l'éloignement, pourquoi? Parce que les managers souvent n'ont plus le temps, ils sont détournés dans leur mission, et je vais y revenir. Et c'est ce que j'entends par limiter la gestionnique. Si vous voulez, ce qu'on constate, c'est que les managers, ils sont de plus en plus chargés de faire du reporting, d'être dans des réunions de projets définis au niveau central et qui sont certes des projets très intéressants, mais qui captent toute leur attention, toute leur énergie, de sorte qu'ils n'ont plus d'espace à consacrer, de temps à consacrer à leur équipe. Et donc, tout l'enjeu du manager, c'est de trouver, de conserver un espace pour rester à proximité de ses équipes, ce que j'appelle limiter la gestionnite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de réunion avec ses pairs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas participer à des projets transversaux, bien entendu, c'est fondamental. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de reporting, ça peut être utile, mais il ne faut pas que ça envahisse toute l'activité managériale. Et puis, choix des médias, c'est l'idée que aussi, quand je parle de proximité, la proximité, ce n'est pas uniquement le Teams, c'est peut être la proximité physique. Et la théorie de la richesse des médias, une théorie très intéressante, elle nous rappelle que les médias sont divers, plus ou moins riches. Un média riche, c'est un média qui mobilise les 5 sens. Et puis un média pauvre, le média le plus pauvre, c'est le média qui ne mobilise qu'un des sens. Par exemple, le mail. Eh bien, les médias pauvres, ils ne permettent pas de gérer l'ambiguïté. Ils permettent de gérer les asymétries informationnelles, mais pas l'ambiguïté. Donc, quand on veut gérer des situations ambiguës, équivoques, rien de tel que la proximité. Et puis enfin, dernier élément qui concerne les rôles décisionnels. Bon, on considère souvent quand on est manager, tant qu'on n'est pas au plus haut niveau de l'organisation, qu'au fond, finalement, on est un peu une courroie de transmission et qu'on n'a pas grande latitude en matière décisionnelle. C'est sans doute c'est sans aucun doute une erreur, parce qu'on a des représentations de la décision qui sont souvent réductrices. La décision, le décideur, on considère que souvent c'est celui qui arbitre, vous voyez, qui fait le choix ultime, qui dit on va dans telle direction plutôt que telle autre, etc. En réalité, depuis Herbert Simon, prix Nobel d'économie dans le milieu du XXe siècle, on sait que la décision est en réalité un processus qu'on peut résumer à 3 étapes et que je résume par IMC. Étape d'intelligence, étape de modélisation, étape de choix. Étape d'intelligence, c'est pour prendre une décision, il faut déjà avoir conscience du fait qu'il y a un défi à relever. Et ça, celui qui a cette intelligence, c'est rarement celui qui fait le choix, qui arbitre. Parce qu'il peut être éloigné du terrain, il n'a pas conscience des difficultés, etc. Donc, au fond, tous ceux qui ont l'intelligence des situations peuvent influencer la décision, puisque c'est une étape où ils ont un rôle clé dans le processus de décision. La manière dont ils vont représenter les défis va impacter la manière dont on fera les choix. Et puis, prendre une décision, c'est aussi imaginer des solutions possibles face aux défis auxquels on est confronté. Et là encore, vous imaginez, regardez Macron, confronté à des tas de défis, ce n'est pas lui qui modélise, qui imagine les solutions possibles. C'est toutes ces équipes et qui vont lui présenter. Et alors, ce n'est peut-être pas ces équipes-là qui font le choix final, c'est lui qui va arbitrer, mais au fond, ces équipes qui proposent des solutions, elles vont avoir un impact considérable et elles vont guider aussi finalement le choix qui aura été fait. Et donc, finalement, on peut même finir par se demander si celui qui fait l'arbitrage, il n'est pas totalement manipulé par ceux qui ont construit une représentation des défis et par ceux qui ont imaginé des solutions. Et donc, on est tous des acteurs de la prise de décision. C'est ça que je veux dire, à des degrés divers. Et puis, le deuxième point que je souhaitais mentionner concernant la décision, c'est que c'est toujours facile a posteriori de se dire on a pris une bonne décision ou on n'a pas pris une bonne décision, on regarde ex post. Bon.
enfin, le décideur, lui, il est confronté à la prise de décision du moment, quoi, à se dire, est-ce que j'ai raison de faire ce que je fais? Et pour l'évaluer, ben, il y a un petit modèle que je vous suggère que je résume par PFA. C'est-à-dire que souvent, quand on évalue notre choix, on raisonne en termes de pertinence. Est-ce que le choix est en cohérence avec notre défi? Ça, c'est la pertinence. Mais en réalité, on néglige souvent les questions de faisabilité et d'acceptabilité. L'acceptabilité, c'est quelle va être la conséquence de notre décision sur l'ensemble de mes parties prenantes et est-ce que ces conséquences sont acceptables et sinon, comment je les rends acceptables? Ça va devenir un enjeu clé des prises de décision. Je ne sais plus où j'en suis là par rapport au timing. Est-ce que Grégory, vous pouvez me dire s'il me reste encore un tout petit peu de temps et combien, On quoi va le échéant? prendre le temps, hein. Voilà. Alors, donc, du coup, vous me dites, hein, je Non, peux mais là c'est intéressant, du coup, je pense qu'il faut. accélérer. Donc, voilà. Donc, ça. Et puis, alors, le dernier point alors, que je vais mentionner, c'est dire qu'au fond, il y a un grand, grand défi dans nos organisations qui, s'il n'est pas respecté, relevé, va générer de la souffrance, aussi auprès de ses équipes, et donc moins d'engagement, moins de réalisation, des situations de retrait. C'est ce que j'appelle, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, hein, la justice procédurale et interactionnelle. Alors derrière ce grand mot, on trouve quelque chose d'extrêmement intéressant qui a fait l'objet de travaux passionnants, qui relèvent de ce qu'on appelle l'organizational behavior, et qui nous disent la chose suivante, tout à fait utile pour les managers, et moi que j'utilise au quotidien. C'est que, évidemment, quand on fait du management, on est obligé de prendre des décisions, d'arbitrer et faire des choix qui ne plaisent pas à tout le monde. Ce n'est pas possible, très difficile de plaire à tout le monde. Donc, il va toujours y avoir dans une prise de décision des gens, par exemple, un refus de télétravail de X jours, un refus d'octroyer les congés ou de s'engager dans telle direction qu'aurait préféré un collaborateur sur le programme de recherche, etc. Bon, il y a un moment donné, on va faire des arbitrages qui vont plus ou moins déplaire à certains. Et ce que montrent les recherches, c'est qu'un individu, chacun d'entre nous, accepte d'autant mieux une décision qu'il ne lui est pas favorable qu'il a le sentiment, la conviction que cette décision, elle a été prise selon des procédures justes. Et elle a été annoncée de manière juste. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Et donc, les chercheurs, ils ont mesuré ce quelles étaient les conditions de perception de justice. Eh bien, c'est le fait que, par exemple, on les ait écoutés dans leur point de vue, on ait expliqué clairement pourquoi on faisait tel ou tel choix. On ne donne pas le sentiment qu'il y ait deux poids, deux mesures. Dans un cas, vous voyez, donc il y a une forme d'uniformité, on applique les mêmes règles à deux personnes confrontées au même problème. Donc, on perçoit pas, il n'y a pas perception de favoritisme en faveur de l'un ou l'autre. Et puis, quand on annonce la décision, on l'annonce de manière précise, claire, respectueuse vis-à-vis de ceux qui vont être impactés négativement. Tout ce que je vous dis peut paraître banal, mais regardez ce qui se passe dans un tribunal. Moi, j'ai été juré en cour d'assises, certains d'entre vous l'ont certainement été. Eh bien, on se rend compte que face à ceux qui ont fait les pires atrocités, eh bien, quand on va leur annoncer leur peine, on va le faire toujours avec le plus grand respect, la plus grande civilité, quelle que soit la réaction du justiciable. On applique les principes de justice procédurale et interactionnelle. Voilà. Donc ça, c'est un élément tout à fait important. Il y a 7-8 principes de justice procédurale et interactionnelle qui ont été identifiés et je vous en ai cité quelques-uns, y compris par exemple le droit d'appel. Le droit d'appel, je suis évalué par mon manager et je suis en désaccord et je peux me référer à un tiers qui va à nouveau évaluer la situation et confirmer ou ne pas confirmer qu'il y a un tiers indépendant. Voilà. Donc ça fait partie des facteurs créateurs de justice procédurale. Alors, pourquoi je vous donne ces deux définitions? Alors, ces deux définitions, pourquoi elles sont utiles? Elles sont utiles pour se construire, je vous ai dit, une représentation du management, mais aussi pour s'auto-évaluer. Est-ce que je pense bien
dans mon activité managériale, est-ce que je pense au futur? Est-ce que j'ai des activités d'organisation? Est-ce que j'ai pensé à la division du travail de mes collaborateurs et l'impact qu'elle pouvait avoir? Est-ce que je pense mes mécanismes de coordination? Est-ce que je pense mon style d'animation? Je vais y revenir. Est-ce que je pense la manière dont je contrôle? Pilotage, mes indicateurs, mes leviers d'action. Et puis, si je reprends cette grille de Mintzberg, est-ce que j'ai des activités de symboles, d'agents de liaison, de collecteurs, de diffuseurs, de porte-parole, d'entrepreneurs, de régulateurs? Et à quel niveau? Et donc, vous voyez, ça devient un petit outil d'auto-évaluation. Et c'est de ce point de vue-là extrêmement intéressant pour permettre aux managers de penser leur propre action et d'être aller assez bien dans leur basket et avoir le sentiment que ce qu'ils font a du sens avec ces repères. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on est le cas violet, on est supérieur au cas rouge. Non, non, c'est pas, ou inférieur, moins bon manager. Non, mais la question qui se pose, c'est de dire, si je n'ai pas d'activité symbolique, c'est-à-dire si je ne fais pas de discours quand les gens vont, pourquoi? Est-ce que ça a un impact? Et si oui, comment je peux faire pour m'améliorer sur cette dimension? Voilà en quoi ça peut être un outil d'auto-évaluation. Alors maintenant, le portrait robot, dernier élément que je vais évoquer avec vous. Est-ce qu'on peut dresser un portrait robot du bon manager? Alors, j'ai déjà esquissé des éléments, mais on peut aller plus loin. Alors, première idée, c'est quand même qu'il n'y a pas de one best way. Alors, ça, on peut rassurer, il n'y a pas une seule manière de concevoir le bon management, mais il n'y a pas d'universalisme, vous voyez, tout est contextuel. Mais il est quand même néanmoins possible de construire une représentation des activités, rôles, compétences et comportements d'un bon manager. Je dis à large maille, c'est-à-dire de manière très globale, sans entrer trop dans le détail, parce que le diable se cache dans les détails, évidemment. Mais vous allez voir, ça aide quand même. Donc, différents portraits robots possibles. Alors, le portrait robot 1, qui est déduit de la définition du management que je viens de donner, l'approche définitionnelle et puis l'approche aussi d'observation des pratiques, c'est dire le bon manager, c'est celui qui finalement pense le futur, organise, active, contrôle à des degrés divers, a bien conscience de ses rôles relationnels, informationnels et décisionnels. Voilà, donc c'est celui qui n'est pas trop défaillant sur l'une ou l'autre de ces dimensions et qui les a à l'esprit et qui essaye de maintenir un équilibre entre toutes ces activités. Deuxième manière de penser le bon manager, alors c'est l'approche métaphorique et c'est une manière aussi de montrer la noblesse du métier de manager. C'est le métier noble. Quand on dit on a des difficultés aujourd'hui de trouver des gens, oui, parce qu'ils ont le sentiment d'être entre le marteau et l'enclume, mais en même temps, c'est justement tout ce qui fait l'intérêt du management. C'est un métier qui suppose de l'intelligence situationnelle. Le manager, il est comme un médecin. Il doit analyser les situations, les comprendre. On ne décide pas sans comprendre, sauf à prendre des risques considérables. Donc, avant de prescrire, il doit diagnostiquer, pour réutiliser les termes du médecin. Mais il doit être aussi un coach. On attend de lui souvent qu'il accompagne, qu'il dialogue, comme je vous l'ai dit, qu'il mobilise, qu'il aide, qu'il encourage, qu'il reconnaisse, qu'il soutienne. On aime ces managers qui nous aident quand on est dans la difficulté. Le manager, c'est aussi un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, on voit bien, il y a tous les instrumentistes. Et s'il n'est pas là, ça peut être la cacophonie. Et pourquoi? Parce qu'il va donner le tempo coordonné. Et on va retrouver son rôle d'organisateur là. Et puis, le manager, c'est aussi un pilote. Et vous voyez, le pilote, là, il a devant lui, il doit penser. Alors, le pilote d'avion, lui, ses indicateurs, on les lui a donnés. Mais le manager, il doit imaginer quels sont mes propres indicateurs de pilotage. C'est quoi? Je vais prendre la température de mon équipe, mais comment? Quels sont mes indicateurs? Et ça, en général, aucune organisation ne les donne. Ce qu'elle vous demande, c'est de faire du reporting, mais c'est des indicateurs pour d'autres, pas pour vous. Donc, c'est comment je pense mes indicateurs. Donc, le pilote et puis quelque part, le manager, c'est aussi un aventurier. Il doit imaginer le futur, ouvrir de nouveaux sentiers, explorer des possibles et expérimenter.
Et donc, voilà, c'est aussi une facette du management. Alors évidemment, tout ça requiert des compétences analytiques, savoir analyser les situations, ce qui s'appuie d'ailleurs sur des théories. Les théories, moi, je vais vous les définir à ma manière. Elles vont peut-être pas coïncider avec toutes les disciplines ici présentes, mais quand même pas mal. Une théorie n'est rien d'autre qu'une tentative d'explication de phénomènes, de théorie du mouvement des planètes, tentative d'explication du mouvement des planètes, théorie de la motivation, tentative d'explication de la motivation. Et donc, de ce point de vue-là, je rejoins pleinement un psychologue social, Kurt Lewin, qui disait qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Vous voyez, jouer sur les mots. Compétences techniques, et bon, parfois, on doit savoir utiliser des outils, des dispositifs, des logiciels, faute de quoi on ne peut pas aider ses collègues, ses collaborateurs. Des compétences relationnelles, c'est évidemment aussi, on parle de soft skills aujourd'hui, mais soft skills ne doit rien dire d'autre que compétences relationnelles, c'est comprendre l'autre, l'écouter, savoir se mettre aussi à son service. Puis des compétences politiques, savoir arbitrer, saisir des opportunités. C'est aussi des éléments très, très importants. Voilà, donc alors les compétences attendues en priorité sont variables selon le niveau du management, ce sur quoi porte le management, mais voilà, à des degrés divers, voilà les différentes compétences qu'on doit développer. Avant-dernier portrait robot, une définition qui, moi, me plaît beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est celle qui m'a guidé dans mes actions dans le passé. Et si on l'oublie, je trouve que c'est très, très dangereux. Le bon manager, c'est celui qui sait créer le degré de satisfaction en deçà duquel on crée des tensions avec ses parties prenantes. Donc, c'est celui qui sait créer la satisfaction, je dirais, minimale requise auprès de chacune de ces parties prenantes, les parties prenantes étant tous ceux qui sont impactés de près ou de loin par mes actions. Ça peut être la direction générale, ça peut être mes collaborateurs, ça peut être mes collègues. Ça peut être des tiers de l'INRAE éventuellement. Et c'est une condition pour maintenir en place la coalition, en tout cas l'équipe. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je comprenne ce que sont les préoccupations des autres. On ne peut pas agir pertinemment sinon. Donc, il doit reconnaître ses parties prenantes, savoir qui elles sont, et reconnaître aussi, vous voyez, dans les deux sens, c'est valider le travail bien fait qu'ils ont pu faire, ne pas les oublier. Donc, ça renvoie à la dimension économique et sociale du management. C'est aussi quelqu'un qui sait faire des arbitrages face à des tensions, des conflits, des demandes inappropriées de la hiérarchie, qui sait faire preuve de courage. Et là, allez, je vous donne juste une petite illustration. Une fois, j'échange avec le directeur général de Danone Asie. Et je lui dis à un moment donné de mon interview, je faisais une recherche sur les pratiques du management interculturel dans les rapprochements entreprises. Et je lui dis, monsieur, quel est votre rôle? Et il me dit, monsieur, mon rôle est de désobéir. Et là, c'est un peu déstabilisant. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? J'ai dit précisément un peu les choses. Et il me dit, écoutez, ce n'est pas compliqué. Si j'applique strictement ce que me demande le siège de Danone d'appliquer dans la région Asie, alors je crée des catastrophes. Et il me dit, je suis bien payé et mon rôle, justement, c'est de ne pas déployer ce qu'il serait dangereux de déployer dans un contexte que ceux qui ont pensé les projets au niveau central n'imaginaient pas. Ils ne connaissent pas le contexte asiatique, ses singularités et donc ce qui relève de l'acceptable ou pas. On revient sur la question de l'acceptabilité et de la faisabilité. Vous voyez, ce qui a été défini pouvait paraître pertinent à un niveau global, mais sa faisabilité et son acceptabilité n'étaient pas au rendez-vous. Et donc, le rôle du manager, c'est aussi ça en permanence, c'est savoir... il ne peut pas être une courroie de transmission mécanique, c'est ça que je veux dire. Savoir éventuellement désobéir, mais désobéir au service de son organisation. Alors, évidemment, ça suppose un peu de courage. Et puis enfin, dernière métaphore, on le dit, on dit souvent que l'intelligence, c'est l'art de l'adaptation. On peut dire la même chose du bon manager, celui qui est capable de s'adapter aux différentes situations, évidemment en fonction de ses collaborateurs, en fonction de ses équipes, en fonction du contexte, de la situation, de l'urgence de la situation. On n'agit pas évidemment tout à fait de la même manière. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dresser une bonne manière de manager en soi.
j'y reviens. Donc, c'est adapter la manière d'exercer ses rôles, ses activités. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Alors, j'avais d'autres choses sur les styles de leadership. Hein. Les styles de leadership, bon, voilà, c'est les manières de prendre les décisions, l'accent qu'on met sur les tâches ou les personnes, la manière dont on motive le bâton et la carotte, ou au contraire, la motivation plus inspirationnelle, on donne envie aux gens de faire ce qu'ils font, on les reconnaît, et ça incite. Et puis, il faut avoir des valeurs d'un point de vue managérial, et ça me permet de tout de suite d'aboutir, et je vais passer sur d'autres points à la conclusion, parce que ça va être les éléments pour revenir sur quels sont les points clés que j'ai envie de faire. C'est bon. Donc, revenir aux fondamentaux du management pour penser le management, le pilotage, l'organisation, pouvoir s'auto-évaluer. Ça, c'est vraiment les raisons pour lesquelles j'ai insisté sur les approches représentation de ce que peut être le management. Susciter une réflexion éthique du management, là, je reviens, c'est que le management est économique, enfin économique en quelque sorte, il s'agit de économique au sens de satisfaire les attentes de l'organisation dans laquelle on est. Donc, sa mission, sa vision, bon, qu'il faut donc connaître. Mais en même temps, quand on est manager, on doit aussi penser à la santé mentale et physique de ses collaborateurs ou de ses collègues avec lesquels on travaille. Et donc, c'est en cela que je dis que le management est économique et social, et c'est une valeur, hein, qu'on associe à notre management. Il faut, je pense, prendre en compte l'acceptabilité et la faisabilité des décisions, et pas uniquement leur pertinence, les décideurs ayant souvent tendance à négliger ces deux dernières dimensions en disant ce qui est important, c'est pertinent. Si c'est pertinent, ça se déploiera. Ben non, parce que si ce n'est pas acceptable, parce que voilà, ça a une incidence trop négative sur certaines catégories d'acteurs, il y aura de la résistance au changement, on s'en émeuvra, mais à tort, hein, parce qu'on n'aura pas pris en considération qu'on est des acteurs sociaux. Être manager, c'est être aussi au service de ses collaborateurs. On considère souvent à tort aussi que les collaborateurs sont au service du manager, mais la réciproque est vraie. Les managers sont aussi au service de leurs collaborateurs, sont là pour les aider, faciliter leur travail, rendre faisable ce qui sinon ne serait pas faisable à leur niveau. Je crois aussi que dans nos organisations, il peut y avoir, couplé avec le principe de précaution aujourd'hui, la quête de risque zéro, et puis les représentations qu'on peut se faire des collaborateurs, une tendance à une forme de défiance généralisée, il faut tout contrôler a priori. Bon, ça coupe les ailes à beaucoup. Donc, il faut une confiance que j'appelle raisonnée plutôt qu'une défiance généralisée. Confiance raisonnée, c'est bon, la confiance, c'est accepter de se mettre en danger. Donc, confier à ses collaborateurs le soin de réaliser certaines missions qui, si elles sont mal faites, ça me retombera dessus. Mais je peux l'accepter, et il est même d'un grand intérêt de l'accepter, parce que quand on donne sa confiance, c'est une forme de don qui, en général, conduit un contre-don. Les gens à qui on donne sa confiance veulent être dignes de confiance. Donc je crois, alors raisonner, pourquoi? Parce que, évidemment, tout dépend du niveau du risque de la situation, et on ne peut pas donner sa confiance indépendamment des conséquences que cela peut avoir si celui qui est en face de moi n'est pas digne de confiance. Mais ça envoie à l'idée de confiance a priori dans les situations où le risque n'est pas trop élevé. Faire preuve de courage, hein, c'est toujours une des dimensions. Être capable de faire des arbitrages, de s'engager dans une logique de désobéissance fondée. Fondée, ça veut dire qu'on a de bonnes raisons de ne pas s'engager dans une voie, mais on a souvent le devoir, dans ces cas-là, d'expliquer pourquoi et de proposer des solutions alternatives, ce qui n'est pas facile. Hein. Faire preuve de justice procédurale interactionnelle. Troisième défi, proximité et dialogue comme dimension clé du management, proximité de ses équipes et dialogue avec ses équipes pour relever tous les défis du quotidien, du travail réel. Limiter au strict nécessaire la gestionnite, je reviens pas dessus, sachant que le temps qu'on va consacrer à renseigner les systèmes d'information, à passer son temps dans les réunions, voilà, c'est toujours au détriment du pilotage de son équipe. Voilà quelques idées clés, hein, et puis on peut échanger sur des points autres si vous avez le sentiment qu'on n'est pas allé assez loin sur certains points. Merci. Grégory, je vous redonne la main. Merci beaucoup.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, là, on n'est pas si nombreux que ça. Je pense qu'on peut oralement prendre la parole. Sinon, il y a il y a le chat aussi, hein. C'est toujours difficile de se lancer. Ah, je vous écoute. Je ne vois pas votre nom, mais je vous écoute. Vous avez levé la main. Oui, oui. Mais comme je n'ai pas votre nom qui apparaît, mais allez-y. Vous pouvez peut-être éteindre votre diaporama, s'il Ah vous oui, plaît. comme ça, on se verra, oui. Oui. Bah, On se Arrêtez le verra mieux. partage. sûr. S'il vous plaît. Bien Merci. sûr, évidemment. Alors, Sur attendez. l'affichage. Arrêtez de partager. Voilà, Voilà. super. Merci. Super. Donc, effectivement, il y a 2 questions, Alors, 3 même. Donc, on Alors, commence. je crois que c'était Isabelle Cousin Cousin. qui avait, Super. je crois, commençons par levé la Isabelle. main en premier. Oui, merci. Alors moi, je ne sais pas lever la main numériquement, donc je lève la main en vrai. Merci infiniment pour cet exposé passionnant qui nécessiterait qu'on pose probablement plein de questions. Du coup, j'en choisis une quand même. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur médias riches et médias pauvres et sur l'idée que des médias font appel à 5 sens et que certains ne font appel qu'un seul? Et vous avez cité le mail, dont j'expérimente comme beaucoup d'entre nous le côté parfois catastrophique en matière de communication. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Dans quelle situation, brièvement? Non, mais alors là moi, je trouve qu'il y a des théories éclairantes, même si cette théorie a été discutée, la théorie de la richesse des médias, elle a ses limites, etc. Mais d'un point de vue managérial, elle est tout à fait éclairante. Bon, je vous rappelle effectivement, c'est de dire au fond, voilà, le média le plus riche, c'est le face-à-face. Parce que quand on est en face à face avec quelqu'un, quand on discute avec lui, on va voir s'il fronce des sourcils, s'il détourne le regard, s'il a l'air gêné par rapport à ce qu'on dit. Et donc, ça nous permet de détecter des signaux faibles qui vont faciliter notre compréhension du fait que, au fond, il y a une forme de feedback, si vous voulez, très riche, qu'on obtient de l'autre, qui va nous permettre de saisir tout de suite quand il y a quelque chose, ou plus facilement que via un média pauvre, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on utilise le mail, vous envoyez un message avec vos mots à vous, mais comment vont-ils être interprétés au moment où, en plus, où ils vont être reçus? Si ça se trouve, la personne, au moment où elle reçoit votre mail, et là, par ailleurs, un autre mail qui lui demande de faire le contraire de ce que vous lui demandez, vous ne le savez pas. Et donc, elle va vous répondre d'une manière qui va vous paraître étrange, désagréable, et on va entrer, vous voyez, dans une somme d'ambiguïtés qui vont être génératrices d'incompréhension, de conflits qui peuvent dériver vers le conflit émotionnel. Et donc, l'idée de la théorie de la richesse des médias, c'est de dire, au quotidien, je dirais au quotidien, quand on se rend compte à un moment donné qu'il y a des tensions qui émergent, on doit parfois switcher de médias. Et il ne faut pas hésiter à se dire, bon, écoutez, tant pis, c'est même pas tant pis, prenons un petit peu de temps à nous rencontrer, à discuter ensemble en face à face. On a l'impression qu'on a perdu du temps parce qu'effectivement, on n'a pas utilisé le mail ou Teams ou je ne sais trop quoi, ou Zoom ou Skype, mais ça vaut le coup. Parce que ce qui compte, c'est l'efficacité dans la résolution des désaccords qui sont le quotidien de nos vies dans les organisations. Donc, ça met de l'huile dans les rouages. Et puis, alors, il y a aussi une autre idée, c'est que les médias riches, nous sommes, je vous disais, des êtres sociaux, donc nos actions ne sont pas indépendantes de nos émotions, même si elles sont évidemment teintées, heureusement encore, de raison. Mais certains, j'entendais Rosanne qui disait hier que les émotions avaient des bonnes raisons d'être aussi, donc il y a une rationalité derrière les émotions. Et c'est aussi une manière, le face-à-face, parfois de dépasser des obstacles en passant aussi de bons moments. Et voilà, c'est ça, se dire, c'est que le management, c'est aussi jouer sur différentes cordes. Dans les modes de communication. Alors, le plus pauvre, oui, je vous ai dit, c'est le mail, mais il y a le téléphone qui ne nous permet pas de voir les mimiques de l'autre et qui est aussi un média qui est moins riche que celui où on est en face à face. Le Teams, c'est très bien, mais vous voyez, je perçois
pas la salle actuellement. Et donc, je ne sais pas comment les uns et les autres peuvent réagir. Donc, on voit bien l'intérêt qu'il y a à mixer. Alors, en revanche, ce que dit la théorie de la richesse des médias, c'est que ce qu'arrive très bien à faire le mail, c'est la réduction des asymétries informationnelles. Faire en sorte que, par exemple, vous ayez tous la même information avant cette réunion et que vous sachiez de quoi il en retourne. Donc, c'est une réunion où il y aura un intervenant et puis c'est au service du développement de notre plan de formation. Ça, on peut vous envoyer un mail, ça donne la même information à tous et ça permet de réduire les asymétries informationnelles entre les uns et les autres et donc d'éviter que tout de suite il y ait un désaccord en disant « oui, mais moi, je n'étais pas venu pour ça ». Si, c'était la règle du jeu, tu sais, on l'a mentionné à tout le monde. Voilà, donc ça ne veut pas dire que les médiapods sont inutiles, mais il faut savoir les utiliser à bon escient, en fait. Voilà, c'est ça, tout ça. Selon les situations. Est-ce que je réponds à votre question, Isabelle? Merci beaucoup. Oui. Je sens que ça pourrait être très long comme débat, mais merci beaucoup pour ces premiers éléments. Et évidemment, de fait, le face-à-face est irremplaçable. Il a été très, très mis à mal ces derniers temps. Et c'est difficile d'y revenir, en fait. Oui, c'est ça, mais c'est ce dont on va se rendre compte, vous avez tout à fait raison, c'est qu'au fond, on pense que le télétravail, alors c'est vrai que le télétravail a des vertus, il intéresse un certain nombre d'acteurs et pour de très, très bonnes raisons, mais il est aussi générateur de difficultés nouvelles qui sont de type de celles que je viens de mentionner, c'est qu'il y a plus ce liant, cette dimension sociale très, très importante et aussi cette richesse des médias qui reste inégalée via le face-à-face. Bon, voilà, donc nul doute que nous aurons des effets boomerang avec le développement du télétravail. Et moi, je ne doute pas, si vous voulez, qu'il y aura une dynamique dans le télétravail. C'est-à-dire que, il y a un mouvement de développement du télétravail et encore une fois, je ne peux pas le contester. Il a son intérêt aussi, il rend bien des services à bien des personnes, mais il n'est pas sans incidence sur le risque d'émergence de conflits. Alors ensuite, il y avait Aurore et Joël, mais je ne sais pas entre Aurore et Joël qui avait levé la main en premier, donc je vous laisse arbitrer. On ne vous entend pas, Joël. Vas-y, Joël, ouais, je crois que c'est toi qui avais levé la main en premier. Vous m'entendez là? Oui. Très bien. Non, mais je disais honneur aux dames. Voilà. Force de galanterie, on va pas s'en sortir. Du coup, merci beaucoup pour l'exposé, c'était passionnant. Même si on avait reçu un modèle d'information, je ne m'attendais pas forcément à avoir ce type d'exposé pour la matinée. Alors, moi, j'ai 2 questions. Je vais vous livrer les 2 et comme ça, vous pourrez répondre dans l'ordre qui vous convient. La première, c'est je m'interroge comment évaluer l'acceptabilité et la faisabilité de certaines décisions, parce que je suis d'accord avec vous que c'est un point important, mais je ne vois pas forcément comment l'évaluer, et surtout en fonction des contextes qui parfois peuvent être compliqués. Je vais juste allumer ma caméra, ce sera plus sympa. Et la deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans le cadre d'INRAE, on est beaucoup de managers qui n'ont pas forcément de formation de management initiale, voire pas du tout de formation de manager, et qui ont plutôt un profil scientifique, et on nous demande de mener les 2 activités de front. Et ce n'est pas forcément toujours évident de concilier les 2. Donc, alors, je sais qu'on n'est pas dans une formation management ici aujourd'hui, mais voilà, si vous avez quelques éléments à apporter sur cette question-là, je serai preneuse. Merci. Merci Aurore pour ces questions hyper intéressantes. Puis la deuxième est effectivement fondamentale. Bon, alors la première, elle est plus facile à traiter. Évaluer faisabilité, acceptabilité. Alors, j'ai écrit récemment un papier dans The Conversation là-dessus parce que je pointais du doigt un acteur que vous connaissez bien, qui est Carlos Ghosn, dans le cas Renault-Nissan. Vous en avez entendu parler, j'imagine, vu les frasques, etc. Et je montrais qu'il a été confronté, indépendamment de toutes les affaires, il a été confronté
à des erreurs décisionnelles qui étaient liées à l'absence de prise en compte de l'acceptabilité de certains projets qu'il nourrissait et qui ont fait qu'il a été très, très fort. Alors, comment on pense l'acceptabilité? L'acceptabilité, au fond, finalement, c'est assez simple. Et j'ai accompagné récemment, d'ailleurs, la gouvernance d'une grande entreprise sur cette question et on l'a déployée empiriquement, pratiquement. Donc, ça s'est bien passé. L'idée, c'est acceptable, ça suppose de se poser deux questions. Dans nos décisions qu'on envisage, première question, qui est susceptible d'être impacté? Positivement, négativement. Donc, ça suppose qu'on se projette sur dire, mais au fond, finalement, c'est quoi les conséquences de nos décisions? Alors, ça peut être quand j'ai une équipe de chercheurs, je définis un programme de recherche et dis, il ne va pas s'y retrouver, quoi. Ça peut être ça, tout simplement. Un tel, ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse un minimum nos parties prenantes. Et si on ne les connaît pas, ça veut dire qu'il faut aller peut-être les sonder ou les faire sonder par des collègues. Enfin voilà, il y a plusieurs manières de collecter l'information, puisqu'il peut y avoir évidemment un déficit d'information. Mais la première étape, c'est d'aller nourrir cette question de mais qui va être concerné par notre décision, impacté positivement, ça sera un allié potentiel, négativement, ça sera un résistant potentiel. Ça, c'est vraiment la première question à se poser. Et la deuxième question qui mérite d'être posée dans la perspective de penser notre décision, c'est dire, est-ce que je peux enrichir ma décision de façon à ce qu'elle soit plus inclusive? C'est-à-dire qu'elle crée plus de satisfaction auprès de ceux qui vont être négativement impactés. Et alors, on ne peut pas comme ça forcément trouver tout de suite la solution. Ça passe par, effectivement, à nouveau, une forme de dialogue, de compréhension des conditions. C'est la quête, et ce n'est pas le compromis forcément. Il y a mieux que le compromis, c'est la quête de solutions mutuellement satisfaisantes. Alors, par exemple, moi, en matière de recherche, j'avais travaillé là-dessus dans les PCRD. J'avais fait une recherche sur comment les chercheurs procédaient dans les PCRD. Et alors, ce que j'avais trouvé très intéressant, si vous voulez, c'est que dans les recherches sur les PCRD, il y a un phare, il y a un objectif, une ambition collective. Et en fait, cette ambition collective, elle n'est stimulante pour chacun que si l'action, si c'est compatible avec l'action, avec le projet de recherche de chacun. Donc, si vous voulez, je ne peux pas vous le dessiner là, mais il y a un phare. Notre ambition, c'est d'aboutir à un résultat qui peut être extrêmement intéressant, qui peut être par exemple de faire en sorte qu'on puisse mieux détecter les cancers de manière prématurée en analysant l'haleine des gens. Donc ça, c'était une des recherches que j'avais suivies. Et donc ça, c'est le phare, mais c'est des recherches ambitieuses parce que ça suppose de développer des outils, des dispositifs qui permettent de détecter des molécules générées par les tumeurs. Et puis, tout ça va être fertilisé, ce grand projet, par les expertises de chacun. Et il faut que, au fond, finalement, les expertises de chacun puissent alimenter ce phare commun. Donc, l'idée, c'est comment on pense des phares qui sont inclusifs et qui permettent à chacun d'apporter une contribution dans l'édifice. C'est par exemple ça, raisonner en termes d'acceptabilité. Voilà. Et puis la faisabilité, alors pour le coup, c'est plus simple, c'est la faisabilité, c'est a-t-on, parce que souvent on fixe des ambitions à nos équipes, mais a-t-on les moyens? Alors les moyens, j'entends par là le temps, le budget, les compétences requises pour réussir ou avoir des chances de réussir dans telle ou telle voie. Et sinon, il y a deux solutions. Soit on redimensionne l'ambition, ce qui peut être décevant, soit on va négocier, c'est notre rôle de manager, les moyens dont on ne dispose pas et qui conditionnent la réussite de notre projet. Donc, c'est ça que j'entends par faisabilité. Mais est-ce qu'Aurore… Alors, la première question, vous me direz si je réponds à votre question. La deuxième,
bon, on n'a pas de formation en management. Non, mais on considère souvent que d'ailleurs le management, ça s'apprend sur le tas. Mais de la même manière que les soigneurs, dans le passé, ils n'avaient pas de diplôme de médecin et ils soignaient les populations. Et on peut avoir une intelligence managériale sans avoir fait d'études en management. Quand on a fait des études en management, ça donne des repères qui nous aident à savoir si on est dans les clous ou pas. Quelque part, ça donne de la confiance en management, hein, parce qu'on se dit, ouh là là, je ne joue pas les apprentis sorciers. Et c'est vrai que chez les chercheurs, qui sont des scientifiques, donc qui n'aiment pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas, eh ben, il y a une grosse frustration qui peut être liée au management parce qu'on a l'impression d'être un peu comme des Monsieur Jourdain, fait de la prose, mais sans savoir vraiment si c'est de la prose. Voilà. Et donc, ça peut être extrêmement frustrant. Et c'est vrai que quand on s'engage dans ces activités managériales, il est pas mal d'acquérir quelques repères pour être un peu plus à l'aise avec cette question du management. Alors, maintenant, il y a la tension que cela opère, qu'il va y avoir entre notre activité scientifique et notre activité managériale. Là, au fond, je crois qu'il faut vraiment mener une réflexion individuelle parce que vouloir mener les deux de front au même niveau, c'est exploser en vol. Moi, je crois pas. Quand j'ai été vice-président, à un moment donné, vous vous dites, je continue à publier ou pas, mais si vous voulez faire tout à la fois, voilà, vous souffrez parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous ne faites rien de bien. Donc là, il y a une réflexion à mener et qui est très, très importante. C'est qu'est-ce que ça veut dire mettre en stand-by de sa recherche, quelles en sont les incidences, est-ce que je peux quand même valoriser ce parcours parce qu'on a besoin de managers en matière de recherche. Donc, c'est une réflexion personnelle qu'il faut mener sur comment on positionne le curseur. Ça veut dire aussi que, par exemple, pour le scientifique, c'est dire comment je continue à être embarqué. Pour les sciences dures, c'est souvent, on va le voir, le cas à travers des articles où il va y avoir 5, 6, 7 auteurs. C'est de dire, je reste embarqué quand même dans mes équipes et je continue à apporter ma petite pierre à l'édifice, mais de manière plus marginale, par exemple, mais sans abandonner si c'est trop violent pour moi ou inacceptable. On entre à nouveau dans la question d'acceptabilité. L'acceptabilité, elle concerne soi aussi. Je vous ai dit, le management de soi est important. Donc là, il y a une réflexion à mener sur jusqu'où j'accepte de renoncer à mon métier initial et dans quelle mesure je peux continuer à le concilier, même si c'est de manière plus marginale. Mais dans tous les cas, il va falloir faire des arbitrages. Est-ce qu'Aurore, je réponds à... Ouais, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je pense que ça alimente le moulin. Après, il faudrait que ça tourne un peu. Et oui, surtout sur la notion d'acceptabilité. Dans les collectifs, on a des personnalités qui peuvent être très différentes. Et donc, quelqu'un qui va accepter très facilement le changement et une autre personne pour qui ça va être très, très difficile, surtout dans le contexte actuel de fusion, de Covid, de télétravail, de beaucoup de choses. Mais OK, merci. Merci à vous, Aurore. Joël ? Oui, écoutez, moi je suis l'exemple même de ce que vous venez de décrire, qui est le chercheur de base, scientifique. Je suis directeur de recherche et je suis manager de proximité, dans le sens que je m'occupe d'une équipe de recherche. Et les questions que je voulais vous poser, c'était justement par rapport à cet équilibre. Après, j'avais aussi une autre question qui était comment contrôler l'activité managériale pour qu'elle ne devienne pas aussi de la manipulation, qui me semble une question qui sont importantes. Et après, donc pour revenir à cet équilibre entre la science et le management, vous parliez de souffrance. Moi, ce que j'observe dans les labos, peut-être un message que j'envoie à INRAE, c'est que les responsables d'équipe, ils sont à l'heure actuelle en très grande souffrance. Parce qu'on leur demande justement dans leur CSS, dans leur dossier, de continuer à avoir une activité qui soit pertinente et très forte en termes de publication et en termes même de compétition, avec toujours moins de moyens humains, j'entends. Et puis, il faut passer du temps au management. Donc, moi, sans être natif, mais je suis en permanence en train d'osciller. Finalement, là, je suis une période où je fais l'ermite dans mon bureau parce que j'ai des choses à faire. Mais d'un autre côté, je suis très frustré, très mal parce que
Je ne vais pas dans les équipes. Et puis, je vois qu'il y a des personnes qui sont en souffrance parce qu'on on est aussi dans des réflexions de reconstruction du prochain appel HCERS, de définir, eh ben voilà, on est passé de 70 à 40 personnes sur le collectif de mon unité. Il faut regrouper ça en 3 équipes. Ce n'est pas accepté par des gens parce que ça crée des peurs. Voilà. Donc, toute motion d'équilibre. Et on entame tout ça sans aucune formation. Donc, je voulais remercier aussi INRAE de penser maintenant à ce que sont les managers de proximité, hein, les chefs d'équipe, parce que pendant très longtemps, finalement, on était un statut qui n'était pas non plus reconnu, mais qui est relativement important. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de questions là-dessus, parce que c'est plus dans le commentaire, parce que vous avez déjà répondu à Aurore avant là sur ça. Mais par contre, c'est plutôt aussi cette question qui va être aussi sur comment éviter ce qui peut être du domaine de la manipulation et comment on contrôle le manager en quelque sorte. Oui, c'est une question importante. On peut se demander si manager, ce n'est pas manipuler. Et en fait, on peut faire quand même une distinction, et ça me renvoyait à l'éthique du management, vous voyez, à la justice procédurale et interactionnelle à laquelle je faisais référence. La manipulation, c'est quand on influence autrui sans qu'il en ait conscience. Donc, vous voyez, c'est vraiment la définition de la manipulation. Hein. La manipulation, c'est par exemple, vous voulez faire arrêter votre conjoint de fumer et vous faites venir un hypnotiseur, mais sans qu'il le sache, à son insu, et pour qu'il arrête de fumer. Alors là, vous êtes dans la manipulation. Alors, la manipulation n'est pas toujours, donc c'est agir sur autrui à son insu. Bon. Alors, il y a des tactiques de manipulation. Par exemple, lisez un ouvrage tout à fait intéressant de 2 psychologues sociaux qui s'appellent Joule et Beauvois, hein, qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Vous voyez, donc c'est une forme de paradoxe, mais en disant le titre est paradoxal. Honnêtes gens, petit traité manipulation à l'usage des honnêtes gens. Il y a un paradoxe dans le titre qu'on comprend très vite à la lecture de l'ouvrage. C'est de dire, si vous ne voulez pas vous faire manipuler, il faut que vous connaissiez les tactiques de manipulation. Alors, ces tactiques, il y en a une douzaine et il les rappelle dans leur ouvrage. Elles sont d'une grande, grande efficacité, mais justement parce qu'elles sont très efficaces, elles sont potentiellement dangereuses. Bon. Mais j'ai envie de dire 2 choses à ce sujet. Premièrement, toute manipulation n'est pas contraire à l'éthique. Ça dépend de l'éthique qu'on a. On peut avoir une éthique déontologique ou une éthique conséquentialiste. Alors, l'éthique conséquentialiste, c'est quand on juge avant tout les effets par rapport au bien et au mal, à la représentation qu'on se fait du bien et du mal. Hein. Par exemple, l'exemple que je vous ai donné, vous voulez faire arrêter quelqu'un de fumer, vous pensez pour sa santé, vous le manipulez, mais au service de sa santé. Alors là, les conséquentialistes, ils diront, vous avez été éthique. Vous restez dans le cadre de la conformité à la morale. Et puis, les déontologues, ils vous diront, non, vous avez manipulé, donc le moyen, ils vont porter un jugement sur le moyen et pas uniquement sur la fin. Et le moyen était condamnable, donc vous êtes hors de l'éthique. Donc, vous voyez, on peut avoir des conceptions de l'éthique déjà qui sont différentes et un rapport à la manipulation donc, qui est différent. Mais au-delà de ça, et c'est le deuxième élément de réponse, c'est au fond, je crois que si on ne veut pas tomber dans la manipulation qu'on ne veut pas avoir, il faut être clair sur le pourquoi on fait les choses et pas uniquement sur le comment. Hein, sur le pourquoi on fait les choses, parce que la manipulation, elle peut porter sur le pourquoi. On dit comment, puis on ne te dit pas que derrière, il y a une intention qui est cachée. Donc, si vous ne voulez pas entrer dans une forme de ce que vous considériez comme une manipulation, soyez clair sur le pourquoi vous faites les choses, même si ce pourquoi peut ne pas faire pleinement consensus. On va avoir un dialogue sur le bien fondé de la direction qu'on entreprend. Et ça permet parfois, encore une fois, de rendre acceptables les choses. Bon. Et puis, vous avez parlé à la fois encore une fois, de la gestion de votre temps. Alors, c'est vrai que vous avez raison, le management, il doit faire l'objet d'une reconnaissance. Hein. S'il ne fait pas l'objet d'une reconnaissance dans l'organisation, nous, par exemple, à l'université, ce n'est pas parfait, hein, loin s'en faut, hein. Mais à l'université, là, pas plus tard qu'hier, moi, je suis administrateur, donc je suis en conseil d'administration, en formation restreinte, et vous savez que c'est nous qui gérons le corps. Et donc, les promotions, quand elles n'ont pas été validées au CNU,
elles reviennent en local. Et en local, c'est au corps des enseignants-chercheurs de promouvoir ou pas les collègues. Bon, quand ça revient en local, ce n'est plus le critère de la recherche qui est pris en considération, c'est le critère de l'investissement pour l'institution. Et cet investissement pour l'institution, c'est les tâches managériales, pour beaucoup d'entre elles. Alors voilà, on a chacun nos méthodes de créer de l'accommodement pour reconnaître ces activités managériales qui, encore une fois, sont nobles, fondamentales et doivent être considérées comme déterminantes, y compris pour la recherche. Ça fait partie de la recherche que de manager une équipe. C'est de la recherche. C'est une dimension de la recherche. Et donc, on doit le reconnaître comme tel. Aujourd'hui, il n'y a plus que la publication qui compte, mais c'est une vue de l'esprit, quoi. Voilà. Donc, mais je sais bien que ce n'est pas facile à faire passer. On est dans un mouvement international. Bon, ce n'est pas facile. Mais je pense qu'au niveau d'une organisation comme l'INRAE, c'est des choses qui sont entendantes. Et puis, le dernier point que j'ai envie de mentionner, Joël, c'est le rapport à la gestion du temps. Moi, ce que j'avais essayé de faire, c'est un petit truc, mais tout con, mais c'est de dire 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine, ça dépend de l'intensité de votre activité managériale, mais je fais comme si j'étais en rendez-vous. Donc, je bloque dans mon agenda une journée et cette journée, je continue à m'alimenter en matière de recherche, à faire mon activité de recherche. Je bloque une journée comme si je n'étais pas là 1 jour par semaine. Donc, ça peut être le vendredi. Alors, ça suppose que ce soit compatible avec votre manière de faire de la recherche. Je ne sais pas si c'est compatible. Donc, mais chacun doit réfléchir à se dire comment je ménage un petit espace, de la même manière comment j'accorde un espace à mes collègues. Et ça peut être de dire tous les matins, entre 8h et 10h, ma porte est ouverte. Tous les matins, vous voyez, je ne sais pas, après, c'est variable pour chacun. Mais c'est comment je vais maîtriser mon emploi du temps. Parce que souvent, le manager opérationnel, on se fait déborder par les demandes diverses et variées et c'est les autres qui portent notre agenda, ce n'est plus nous. Donc, si on veut remaîtriser un petit peu notre agenda, il faut qu'on dise non, mais là, je ne suis pas disponible. Mais tu vois, voilà, j'ai un rendez-vous, mais j'ai un rendez-vous avec moi-même. Voilà. Oui, et débrancher la boîte mail de temps en temps aussi. Et voilà, bien sûr. Oui. Ça, moi, je le fais par des après-midi. Après, j'avais d'abord, j'ai oublié de vous remercier parce que pour moi, c'était passionnant tout ce que vous nous avez raconté. Je n'ai pas l'habitude de suivre des exposés managériales, donc franchement, ça m'a bien éclairé. Après, je ne veux pas monopoliser parole, mais j'avais une question, c'est vraiment la gestion d'émotions. Il y a des gens qui sont très émotionnels et qui vont être affectés par les décisions. Et que finalement, moi, j'ai une collègue qui fait l'animation avec moi et j'arrête pas de lui dire, il faut arrêter de perdre ton temps avec cette personne-là, tu la sauveras pas, mais perds ton temps avec ceux qui sont dans le reste du groupe, qu'il ne faut pas qu'ils plongent avec l'individu qui va pas bien, quoi. Mais c'est pas toujours facile parce que voilà, il y a besoin de se justifier, il y a besoin de gérer les émotions. Et ça, gérer les émotions, d'avoir une distance là-dessus, on n'est que des êtres humains. Personnellement, et comme beaucoup d'entre vous, des fois on se réveille la nuit parce que ça nous revient et que voilà, on cogite. Et bon, je suppose qu'il n'y a pas de truc facile qui va nous indiquer comment gérer ça, mais c'est une difficulté majeure, je dirais. Alors, il n'y a pas de truc facile, c'est du travail sur soi et de rapport aux autres, mais c'est un sujet qui est devenu clé, Joël, dans les recherches en management. C'est depuis d'ailleurs les travaux qui ont popularisé toute cette question qui date à peu près du milieu des années 90 avec les travaux de Goldman, etc., autour de l'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, et vous comprenez le sens d'intelligence émotionnelle, intelligence, c'est comprendre ce que sont ces émotions, ce qui les fait monter pour s'y préparer et développer sa capacité à détecter les émotions des autres et les risques de débordement dans une réunion, dans un champ. Et donc, il y a des outils, des approches, si vous voulez, qui permettent de travailler sur ces questions-là. Alors, je vous donne juste un petit exemple pour illustrer, pour être puisqu'on ne peut pas évidemment faire un développement trop dense là-dessus, mais par exemple, ça dira beaucoup de choses à beaucoup d'entre vous, quand vous êtes en voiture et que, par exemple, quelqu'un
quelqu'un vous fait une queue de poisson, vous pouvez parfois, vos émotions peuvent monter et ça peut générer des réactions irrationnelles. Vous voyez, pas qu'on regrettera après, mais qui peuvent quand même générer. Et donc, du coup, moi, j'ai connu ça. Et donc, je me suis dit à un moment donné, c'est comment, justement, tu sens monter. Et comment, quand tu sens monter, et c'est là où la raison, pour éviter de court-circuiter la raison, parce que les émotions court-circuitent la raison, hein, et comment, quand tu sens monter et avant que tes émotions court-circuitent ta raison, comment tu en prends conscience et comment tu agis pour mettre un terme à cette émotion qui monte. Alors, chacun a ses tactiques. Ça peut être quelqu'un qui dit, quand ça commence à chauffer dans une réunion, excusez-moi, voilà, je viens de recevoir un SMS, je dois sortir 2 minutes. Et c'est une manière pour la personne de souffler et de prendre le choc qu'elle vient de prendre, etc. Donc, mais quand on a compris qu'il y avait des repères pour… parce qu'il y a les émotions, elles n'arrivent pas comme ça. Vous voyez, je veux dire, il y a toujours une progressivité et on le sent. Ça monte à la tête, maintenant on le sent, on a des signaux. Et donc, c'est comment on travaille là-dessus. Vous voyez, ça va devenir… Et comment on détecte chez les autres aussi, à travers un certain nombre de grilles de lecture, qu'il va partir en sucette et qu'on a peut-être intérêt à apaiser les choses avant, voilà, et pour continuer à maîtriser la situation. Voilà, donc s'il y a des outils, hein, mais évidemment, voilà, c'est un véritable travail d'entraînement. Une dernière question peut-être? Isabelle? Isabelle Cousin avait levé la main depuis un bout de temps. Oui, j'ai relevé la main, mais je ne veux pas non plus monopoliser la parole, mais ce n'était pas forcément une question, c'était une réaction aux propos de Joël, auquel je souscris complètement, sur la tension que vivent les animateurs d'équipe entre leurs activités managériales et leurs activités un petit peu classiques de recherche. Je m'identifie complètement à ça parce que moi, je suis directrice d'unité d'une petite unité, donc sans équipe, donc je m'assimile à un responsable d'équipe, on va dire. Je pense que notre institution INRAE fait des progrès sur la reconnaissance de ce double rôle, en fait, de chercheur qui produit de la connaissance, qui coordonne des projets, et de manager qui anime un collectif de recherche. Cependant, je suis toujours frappée du discours ambiant qui reste malgré tout quand on cherche un manager. Ah ben non, mais lui, si on lui propose une fonction de management, on va flinguer sa carrière. J'emploie à dessein le terme flinguer parce que c'est quelque chose qui est quand même très inscrit, mais on va dire quasiment dans nos gènes institutionnels, comme s'il fallait un certain âge pour devenir un bon manager. Alors, soit que cet âge soit synonyme d'une soi-disant sagesse à laquelle personnellement je ne crois pas du tout, soit que quelque part, quand même, avant de devenir un manager et d'être autorisé à faire un petit peu autre chose, il faut avoir fait ses preuves. Et je pense qu'on doit lutter contre cette idée préconçue, ce schéma, je vous dis, pour moi, il est quasi inscrit dans les gènes. Mais là où je suis consciente que c'est difficile de lutter, c'est que dans notre petite maison, notre grosse maison, INRAE, peut-être qu'une évolution vers ça est possible. Cependant, déjà dans l'écosystème de recherche français, je ne suis pas sûre que ce soit des postures qui soient acceptables. Et à l'international, on va toujours nous dire « Ah bah non, qu'est-ce qui nous identifie, qu'est-ce qui va nous permettre peut-être de porter un projet européen ?» Ça reste malgré tout notre activité de recherche. Donc là, il y a un hiatus majeur, moi qui me fait beaucoup réfléchir depuis très longtemps, mais j'ai pas je suis que dans cette phase de constat et j'ai pas du tout de piste pour faire évoluer notre institution et notre organisation. Et surtout qu'au niveau européen, c'est la notion de PI qui va être importante quand vous dirigez un projet. Donc, ça va être que ça. Il n'y a que ça qui compte. Voilà. Alors, juste une réaction par rapport à ça, parce que j'ai été confronté comme vous à ça dans ma carrière jusqu'ici. C'est vrai qu'il y a une dimension institutionnelle et cette dimension institutionnelle, elle dépend de l'institution et
pas de chacun d'entre nous. Enfin, elle dépend de chacun d'entre nous, mais on ne maîtrise pas les choses. On ne sait pas comment les choses peuvent évoluer, quel va être le degré de reconnaissance, jusque quand. Il suffit que les équipes changent, d'ailleurs, pour que les règles du jeu changent. Donc, de toute façon, vous êtes dans un environnement qui est aussi mouvant et puis qui est pris aussi dans une mouvance internationale, globale, de la recherche avec ses codes, ses règles. Simplement, il y a un moment donné, il est aussi utile, en qualité d'acteur d'une organisation, de se dire, mais qu'est-ce qui est en ligne avec moi? Moi, j'ai toujours été porté dans ma carrière, je ne dis pas que ça m'a porté chance, je ne dis pas que ça m'a non plus porté préjudice. C'est qu'à un moment donné, si j'ai plus d'appétence pour renforcer mon activité managériale, que ce soit un peu au détriment de la recherche, il faut y aller à fond. Vous vous épanouirez aussi. Si en revanche, vous êtes en conflit permanent parce que ce qui vous plaît, c'est uniquement la recherche, peut-être faut-il renoncer à une activité managériale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas tous faits du même bois. Et donc, c'est aussi une réflexion individuelle. On n'a pas tous les mêmes appétences et les mêmes compétences. Et en plus, elles évoluent au cours du temps. Et donc, je pense qu'il faut être, pour ne pas trop souffrir, il faut être en ligne aussi avec ce qu'on a envie de faire. Et ça, ce n'est pas l'institution qui va vous dire ce qui est en ligne avec ce que vous avez envie de faire. C'est aussi vous. Donc, c'est aussi une réflexion personnelle, puis dire, mais la carrière, mais si on est, parce que vous voyez, on est un peu comme des enfants avec le pompon, hein. Puis le pompon, des fois, ce n'est pas grand-chose, hein. Donc, si c'est souffrir pendant 30 ans pour avoir un petit pompon de pacotille, je pense qu'il y a un moment donné, il vaut mieux se dire, mais je m'épanouis dans ma fonction. Et quand de toute façon on s'épanouit, à un moment donné, il y a une forme de reconnaissance. Et donc, voilà, il y a, je crois aussi, cette réflexion individuelle. Là, elle ne relève pas de l'institution. Enfin, là, pour le coup, c'est plus mon expérience qui parle que ma casquette d'enseignant-chercheur, hein. Mais voilà, mais je vous dis ce que je pense. Mais il y a aussi la frustration et l'impression, comme vous disiez, de jamais bien faire, que ce soit le management ou le côté science. Ah oui, mais ça, voilà, on est tous plus ou moins exigeants avec soi-même. Et ça, c'est vrai que plus on est exigeant avec soi-même, plus on est dans une logique de frustration parce qu'il n'y a pas de limite ni dans la recherche, ni dans le management. C'est bien aussi pour ça que vous avez raison de souligner qu'on peut être très vite en souffrance quand on est enseignant-chercheur ou chercheur tout court, hein, pardon. C'est qu'il n'y a pas de limite à notre métier. Il n'y a pas de limite à la quête de connaissances. Et donc, on peut être un boulimique d'ambition, de contribution à la connaissance. Et voilà, et ça peut devenir un générateur de souffrance, bien sûr. Merci pour ces échanges très, très riches. Merci beaucoup. On va peut-être devoir passer, parce qu'on a l'atelier derrière. On avait calé quand même 9h midi. Il y a Sophie. Il y a Sophie. C'est court. La question, Sophie? On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Sophie. Donc, on prend une dernière question. Oui, Sophie. Pourtant, il n'y a pas le micro. Il y a le micro. Bah oui, il y a le micro pour nous. Oui. Peut-être l'écrire dans la barre de chat parce qu'on ne t'entend pas. Alors, dans la barre de chat, on va y aller. Discuter. Bon, du coup, après la dernière question, on verra si vous souhaitez faire une courte pause avant l'atelier. Oui. Ou pas. Ah, oui. Oui. Un petit café, oui. Sophie? Sophie, est-ce que tu as un casque? Peut-être que ce serait plus... Alors, est-ce que le profil du bon manager n'est pas celui qui sait s'adapter et a cette faculté à s'adapter aux personnalités des uns et des autres? Oui, alors, vous voyez, ça rejoint
que je vous ai indiqué, qui était le dernier portrait robotype, c'est celui qui sait s'adapter aux différentes situations. Et dans la situation, je mets le contexte interne, externe, et dans le contexte interne, il y a le rapport à ses collègues, collaborateurs, selon les cas. Et donc, il y a l'idée d'adaptation. Alors, en même temps, on ne peut pas toujours, c'est-à-dire qu'il y a une limite à l'adaptation. La limite, c'est aussi sa propre volonté de s'adapter aux autres. Il y a un moment donné, on entre aussi dans l'inacceptable vis-à-vis de soi. Hein. C'est-à-dire que si s'adapter à l'autre, c'est accepter ses sautes d'humeur sans limite, et là, ça lui fera plaisir, là, on s'adapterait, mais on serait en tension avec ses propres convictions. Donc, il y a un moment donné, le management, c'est aussi une question de conviction. Et quand je vous disais, c'est l'idée de courage aussi, c'est parfois on ne peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, on sait pourquoi, on l'affirme, on sait l'expliquer, et puis ça n'exclut pas qu'on soit à l'écoute des autres, mais il y a des limites. Voilà. Donc, l'adaptation à autrui, elle est à la fois importante, en tout cas l'écoute d'autrui et l'adaptation dans une certaine mesure quand on le peut, mais elle n'est pas non plus sans limite. OK. Eh bien, merci à vous, Monsieur Panchaud. Merci.